Il y a des scandales qui éclatent avec des documents, des écoutes, des procès. Et puis, il y a ceux qui naissent d'un détail si banal qu'on n'ose même pas le prendre au sérieux. Une serviette, 10 euros. Un objet que personne ne regarde et qui, selon de nombreux observateurs, aurait pourtant mis à nu les mécanismes les plus sombres du football africain contemporain. La séquence que beaucoup ont vue sans vraiment l'analyser pose une question simple, presque dérangeante. Comment un geste apparemment insignifiant peut-il révéler une crise morale au sommet des institutions du football mondial? Ce que certains appellent déjà l'affaire de la serviette dépasse largement le cadre d'un match. Elle interroge la neutralité, l'équité et la crédibilité même de ceux qui sont censés garantir le fair play. Ce soir-là, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations n'était pas perçue uniquement comme une affiche sportive. Pour une partie du public africain, c'était un moment de bascule symbolique. Une rencontre chargée de tensions politiques, d'influences régionales, de rapports de force anciens. Le terrain devenait une scène où se jouait autre chose que 90 minutes de football. Et au cœur de cette scène, un visage, celui de Gianni Infantino, président de la FIFA, incarnation officielle de la neutralité et des valeurs universelles du jeu. Les images de la cérémonie, commentées après coup, ont troublé plus d'un téléspectateur. Expression fermée, attitude jugée ambiguë par certains commentateurs, assez pour nourrir le sentiment que le patron du football mondial n'était plus seulement un observateur, mais un acteur symbolique d'un malaise plus profond. Hypothèse. Ces perceptions reposent sur l'interprétation d'images et non sur des déclarations officielles. Pourquoi cette finale compte autant? Parce qu'elle cristallise un débat ancien, celui d'un football africain tiraillé entre son immense potentiel sportif et des structures institutionnelles fragiles, parfois accusées d'opacité. C'est un peu comme une équipe talentueuse qui joue avec des chaussures trop étroites. Le jeu est là, l'envie aussi, mais quelque chose empêche d'avancer librement. Après le match, le discours officiel s'est concentré sur des incidents en coulisses, dans les vestiaires, des réactions émotionnelles qualifiées d'inacceptables par les instances. Mais dans le même temps, beaucoup ont noté le silence autour de ce qui s'était produit sur le terrain. Provocation, interruption, pression psychologique. Cette focalisation sélective a été interprétée par certains comme une stratégie classique, condamner l'émotion visible pour éviter de questionner les causes structurelles. Et c'est ici qu'apparaît l'épisode le plus symbolique, la fameuse serviette du gardien. Pour comprendre pourquoi ce détail est devenu central, il faut saisir son importance dans le football de haut niveau. La serviette n'est pas un gadget, elle fait partie du rituel du gardien. Main sèche, gants propres, concentration maximale. Y toucher, c'est rompre une routine mentale, introduire un doute. Parfois, dans certaines cultures footballistiques, cela renvoie même à des croyances psychologiques très fortes autour des pénaltys. Selon les images commentées par de nombreux supporters, cette serviette aurait été volontairement écartée, déplacée, voire confisquée à plusieurs reprises. Hypothèse, ces gestes n'étaient pas accidentels, mais coordonnés. Déjà lors d'un match précédent, un gardien aurait subi une situation similaire sans réaction visible du corps arbitral. Zéro sanction, zéro rappel à l'ordre, un précédent lourd de sens. Dans cette finale, la même mécanique aurait été observée face à Edouard Mendy. Des joueurs, des remplaçants, des ramasseurs de balles, chacun jouant un rôle dans une scène qui ressemblait moins à du sport qu'à une opération de déstabilisation. Le nom qui revient le plus souvent dans les discussions est celui de Achraf Hakimi, capitaine marocain accusé par certains d'avoir initié ces gestes. Là encore, prudence, il s'agit d'interprétation d'images, pas de décision judiciaire. Mais ce qui choque le plus, ce sont les scènes impliquant des membres de la sécurité. Un gardien remplaçant sénégalais aurait été poursuivi, bousculé, empêché de restituer le matériel. À partir de là, on ne parle plus d'anti-jeu, mais d'un effondrement de la neutralité logistique. Quand ceux qui doivent protéger deviennent des acteurs du conflit, c'est tout le cadre compétitif qui vacille. Dans la suite, on va voir pourquoi cette accumulation de détails a conduit beaucoup d'observateurs à parler non pas d'un simple match tendu, mais d'un scandale institutionnel. Et surtout, comment la réaction, ou l'absence de réaction, des instances a transformé une victoire sportive en symbole de résistance. Dans la suite, ce qui frappe, c'est pas seulement ce qui s'est passé pendant le match, mais ce qui s'est produit juste après. Parce que c'est souvent là que les institutions se dévoilent, dans la manière dont elles racontent l'histoire, dans ce qu'elles choisissent de condamner et surtout dans ce qu'elles choisissent d'ignorer. L'ironie, pour beaucoup de supporters africains, atteint son sommet au moment des distinctions officielles. Le prix du fair play du tournoi est attribué à Achraf Hakimi. Pour une partie du public, c'est incompréhensible. Pas parce qu'un joueur ne peut pas être irréprochable sur le terrain, mais parce que les images diffusées avaient déjà semé le doute.
Hypothèse, ce choix révèle un décalage total entre la perception populaire et la lecture institutionnelle des événements. C'est un peu comme si, après un match où tout le monde a vu les tensions, on demandait au public d'oublier ce qu'il a vu pour adopter une version officielle plus confortable. Le problème, c'est que à l'ère des réseaux sociaux, les images ne disparaissent pas, elles circulent, se décortiquent, se comparent, et chaque silence devient suspect. La comparaison avec d'autres compétitions internationales revient souvent. À l'Euro ou à la Copa América, la neutralité des stadiers et des ramasseurs de balles est une règle intangible. Leur rôle est clair, servir le jeu, pas une équipe. Ici, beaucoup ont eu le sentiment inverse, comme si l'environnement lui-même avait choisi un camp. Hypothèse, cette perception alimente un sentiment de régression organisationnelle très dangereux pour la crédibilité du football africain. Plusieurs joueurs sénégalais ont ensuite laissé filtrer un malaise profond. Le témoignage de Ismaïla Jacobs a marqué les esprits. Il a parlé d'un épuisement mental extrême, d'une pression constante, presque invisible mais permanente. Ce n'était pas seulement courir, défendre, attaquer, c'était rester lucide dans un environnement ressenti comme hostile. Certains supporters ont même fait le lien avec des absences notables avant la finale. Des cadres comme Crépin Diatta ou Pape Matar Sarr n'étaient pas là. Hypothèse, sans entrer dans des explications non vérifiées, beaucoup estiment que l'accumulation de stress, de fatigue mentale et de contexte pesant a pu jouer un rôle indirect sur l'état du groupe. Rien de médical, rien d'affirmatif, juste une lecture humaine du très haut niveau. À ce stade, 3 défaillances majeures sont régulièrement pointées par les analystes. D'abord, la passivité arbitrale. Lorsqu'un geste de provocation ou de perturbation n'est pas sanctionné immédiatement, il crée une zone grise, une impression de permissivité. Ensuite, l'instrumentalisation supposée des stadiers. Là, on touche à un tabou, la sécurité est censée être neutre. Si cette neutralité est rompue, tout l'édifice s'effondre. Enfin, le sabotage psychologique coordonné. Utiliser des remplaçants, des interruptions, des détails matériels pour casser le rythme adverse, c'est une stratégie connue, mais strictement encadrée, voire interdite par les protocoles internationaux. Et pourtant, malgré tout cela, le Sénégal gagne. C'est là que le récit bascule, parce que cette victoire n'est plus seulement sportive, elle devient symbolique, celle d'une équipe qui ne se contente pas de battre un adversaire, mais qui résiste à un contexte perçu comme défavorable. Une victoire qui explique pourquoi l'image de la médaille posée à côté de la fameuse serviette est devenue virale. Un pied de nez. Une manière de dire, malgré tout, on est allé au bout. Maintenant, on va voir comment cette finale pose une question bien plus large, celle de la crédibilité des instances, de leur capacité à incarner réellement les valeurs qu'elles affichent. Et surtout, ce que cette histoire change dans la manière dont les supporters africains regardent désormais leur propre football. Alors passons maintenant au cœur du problème. Parce que derrière cette finale, derrière cette histoire de serviette qui a fait le tour des réseaux, se cache une question bien plus grave, la crédibilité morale des institutions du football africain et mondial. Quand une instance prétend défendre le fair play, elle n'est pas jugée sur ses discours, mais sur ses décisions. Or ici, beaucoup ont vu une dissonance totale. D'un côté, des sanctions morales promises pour des réactions émotionnelles en fin de match. De l'autre, une indulgence totale face à des provocations répétées observées pendant le jeu. Cette asymétrie est ce qui nourrit aujourd'hui la colère et la défiance. C'est un peu comme un arbitre qui ne siffle jamais les fautes pendant 90 minutes, puis sort soudainement un carton rouge une fois le match terminé. Techniquement, il applique le règlement. Symboliquement, il détruit toute notion de justice sportive. La question n'est donc pas de savoir si le Sénégal devait être sanctionné ou non pour des débordements hors terrain. La vraie question est pourquoi le cadre n'a-t-il pas été protégé pendant le match? Pourquoi les signaux faibles ont-ils été ignorés? Dans n'importe quelle compétition majeure, dès la première interaction suspecte avec le matériel d'un gardien, l'arbitre intervient. Pas pour punir sévèrement, mais pour poser une limite claire. Ici, cette limite n'a jamais été posée. Et c'est là que le rôle du sommet devient central. Quand le président de la FIFA, Gianni Infantino, est perçu à tort ou à raison comme émotionnellement impliqué, toute la chaîne institutionnelle se fragilise. Hypothèse, même sans intention consciente, une posture ambiguë au plus haut niveau peut influencer l'atmosphère générale, les décisions et surtout la manière dont les événements sont racontés ensuite. Pour les supporters africains, le choc est profond. Beaucoup ont eu le sentiment que cette finale confirmait un vieux soupçon, celui d'un football africain encore traité comme un laboratoire politique, plutôt que comme un espace sportif pleinement respecté.
Quand on compare avec l'Euro ou la Copa América, ce n'est pas le niveau de jeu qui choque, mais l'encadrement. Là-bas, la neutralité est non négociable. Ici, elle semble parfois optionnelle. Et pourtant, au milieu de ce tableau sombre, il y a une lumière, la victoire sénégalaise. Une victoire qui agit comme un contre-récit puissant, parce que malgré les tensions, malgré la pression psychologique, malgré un environnement ressenti comme hostile, l'équipe est restée dans le match, concentrée, solide, résiliente. C'est pour ça que beaucoup disent aujourd'hui que ce trophée vaut double, sportivement bien sûr, mais aussi symboliquement. Il représente une capacité à résister à un système perçu comme biaisé, sans basculer dans la violence, sans renoncer au jeu. Une leçon silencieuse, mais lourde de sens. Maintenant, la vraie interrogation est tournée vers l'avenir. Est-ce que cette finale servira de déclencheur? Est-ce que les protocoles seront renforcés? Est-ce que la neutralité des stadiers, des ramasseurs, de l'arbitrage redeviendra une ligne rouge absolue? Ou est-ce que tout cela sera enterré sous quelques communiqués bien formulés? Une chose est sûre, les supporters n'oublieront pas, les images sont là, les débats sont lancés et le football africain se trouve à un carrefour. Soit il accepte de regarder ces zones d'ombre en face, soit il risque de perdre ce qu'il a de plus précieux, la confiance de son propre public. Avant de conclure, un rappel important. Le football reste un sport. Il doit rassembler, pas diviser. Aucun club, aucune nation, aucun joueur ne mérite la haine ou l'insulte. La critique doit rester professionnelle, argumentée et tournée vers l'amélioration du jeu et de ses institutions. Et maintenant, je vous laisse la parole. Pensez-vous que les instances ont été à la hauteur lors de cette finale? Est-ce que le football africain est aujourd'hui suffisamment protégé contre ce type de dérive? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre ce qui s'est joué au-delà du score, partagez-la, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses. On se retrouve très vite. Paix. Maintenant, on va prendre un pas de recul, parce que ce genre d'affaires prospère aussi sur des erreurs de lecture très répandues. Des raccourcis que beaucoup de médias, parfois même des supporters, font sans s'en rendre compte. Première erreur fréquente, réduire toute cette finale à une simple rivalité sportive. Conséquence directe, on passe à côté du vrai sujet. Ce n'est pas une question de niveau ni même de style de jeu, c'est une question de cadre. Quand le cadre n'est pas neutre, le match n'est plus un test purement sportif. La correction est simple, analyser l'environnement autant que le jeu. Deuxième erreur. Croire que les détails matériels sont insignifiants. Une serviette, un ballon rendu lentement, un banc de touche trop actif, pris isolément, ça paraît dérisoire. Mais accumulés, ces détails deviennent une arme psychologique. Le haut niveau se joue souvent là-dessus. Ceux qui disent ce n'est rien n'ont jamais vécu un match sous pression extrême. Troisième erreur, penser que la résilience est automatique chez les grandes équipes. Non, la force mentale n'est pas un bouton magique. Elle se construit, elle se travaille et elle peut aussi se fissurer. Si le Sénégal a tenu, ce n'est pas parce que les Africains sont habitués au chaos, comme on l'entend parfois. C'est parce que ce groupe avait une structure mentale solide et un objectif clair. Alors, comment lire ce type de match concrètement quand on est spectateur averti? Il y a un vrai mode d'emploi. Dès les premières minutes, il faut observer les interactions hors ballon. Qui parle à l'arbitre, qui s'approche du banc adverse, qui touche au matériel. Ce sont des signaux faibles mais essentiels. Ensuite, regardez les temps morts, les remises en jeu, les corners, les pénaltys. Ce sont les moments où la pression psychologique s'exprime le plus. Sur le plan collectif, surveillez la discipline émotionnelle. Une équipe qui reste compacte, qui communique sans s'éparpiller, montre qu'elle est prête à absorber un contexte hostile. À l'inverse, les gestes d'agacement répétés sont souvent le signe que la déstabilisation fonctionne. Il existe aussi des scénarios alternatifs qu'il faut toujours garder en tête. Si le Sénégal avait encaissé un but tôt, la pression institutionnelle aurait-elle été plus lourde? Si la séance de tir au but avait basculé, ces détails matériels auraient-ils été analysés différemment? Le football est un sport de marge et ces marges changent totalement la narration. Pour savoir si une équipe est dans un bon jour mentalement, il y a des indicateurs simples. La qualité des premiers contrôles, la lucidité dans les choix simples, le langage corporel après une décision arbitrale contestée. Une équipe prête est une équipe qui proteste peu et se replace vite. À l'inverse, les signaux d'alerte sont clairs. Regroupement autour de l'arbitre, remplaçant trop agité, perte des routines. Quand ces éléments apparaissent, le match sort progressivement du cadre sportif. Ce qui a aussi fait la différence, ce sont les synergies internes, le lien entre les cadres défensifs et le gardien, la solidarité sur coup de pied arrêté, le soutien permanent entre titulaires et remplaçants. Dans ce type de contexte, l'équipe ne joue plus à 11, elle joue à 23, voire plus. Quelques questions reviennent souvent chez les supporters, alors répondons-y simplement. Pourquoi cette finale est-elle encore autant débattue? Parce qu'elle touche à la justice sportive.
pas seulement au score. Pourquoi une serviette peut devenir un symbole? Parce qu'elle représente la frontière entre le jeu et la manipulation. Pourquoi les réactions après le match ont-elles pris autant de place? Parce qu'elles sont plus faciles à sanctionner que des dysfonctionnements structurels. Si vous voulez aller plus loin et devenir un supporter expert, voici un petit plan simple sur une semaine. Jour 1, revoir les temps forts du match sans le son pour observer les comportements. Jour 2, analyser les phases arrêtées et les interruptions. Jour 3, comparer avec une finale d'Euro ou de Copa. Jour 4, lire les communiqués officiels et noter ce qui n'est pas dit. Jour 5, écouter les réactions de joueurs, pas seulement des dirigeants. Jour 6, débattre, argumenter, confronter les points de vue. Jour 7, prendre du recul. Le football reste imprévisible. Un dernier avertissement essentiel. Cette analyse n'est pas une invitation à la haine, ni contre un pays, ni contre un joueur, ni contre des supporters. Le football a besoin de critique, pas de violence. De lucidité, pas de règlement de compte et surtout de mémoire. Si vous êtes arrivé jusque-là, merci. Si cette réflexion vous a aidé à voir au-delà du score, alors le travail est fait. Partagez, discutez, argumentez. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses. Le football africain mérite mieux que le silence.